Production, les podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy? Et si elle cessait d'être abstraite, pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques, et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Ces derniers jours, je me suis posé une question. Une question peut-être encore plus fondamentale que d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire aller bien? Qu'est-ce que ça raconte de nos vies lorsqu'on répond « ça va super et toi ?» Est-ce qu'on va bien parce qu'on a la chance d'avoir un toit au-dessus de notre tête, une sécurité sociale, une assiette pleine? Est-ce qu'on va bien parce qu'on se sent aimé ou parce qu'on vient de faire un gâteau au chocolat au chaud en buvant du thé? À l'inverse, est-ce qu'on va mal lorsqu'on est submergé par la somme de choses à faire, lorsque nos vacances à l'étranger ont été annulées, ou parce qu'on s'inquiète parce qu'on vient de perdre un client dans un gros dossier? À partir de combien de larmes par semaine doit-on juger qu'on est au fond du trou? Et en vertu de combien de sourires on laisse la joie nous envahir? C'est étrange comme il est délicat de répondre à ces questions. C'est curieux de voir à quel point nos réponses sont engluées dans nos représentations, héritières de notre éducation, de notre culture, de nos superstitions, de nos habitudes, de nos valeurs et de nos relations de pouvoir. Bien sûr, il y a des critères objectifs qui aident à se repérer, à alerter, à prévenir. Mais il y a aussi souvent, en arrière-plan, l'idée d'une norme de bonheur, d'un Graal joyeux qu'il faudrait viser et qui indiquerait qu'on a réussi sa vie. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ces thèmes, d'aller mettre les mains dans le cambouis de nos angoisses, car au fond, je crois que c'est bien là que se situe mon véritable métier. Alors partons ensemble voyager, avec lucidité, douceur, tendresse, au cœur de ces jours qui nous semblent peut-être plus durs que d'autres. Et peut-être qu'à force de les regarder, nous y trouverons de la lumière. En tout cas, je l'espère. J'ai parfois l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules, déclarait il y a quelques mois la gymnaste Simone Biles sur Instagram. Fin juillet, l'athlète américaine de 24 ans, brillante, figure de la force, de l'endurance, de la rigueur, renonçait donc à plusieurs épreuves pour lutter contre ses démons et se concentrer sur sa santé mentale. Ce qui ne l'a pas empêché, quelques jours plus tard, de décrocher une médaille de bronze pour l'épreuve de la poutre. Peu de temps auparavant, à l'occasion cette fois de Roland-Garros, c'est la tenniswoman Naomi Osaka qui avait décidé de ne pas participer au championnat, évoquant elle aussi la préservation de sa santé mentale. La parole de ces championnes est saisissante. Dans un monde de la performance, du dépassement, dans un univers où on glorifie l'effort et l'endurance en permanence, elles ont eu le courage de poser leurs limites. Et si la sphère médiatique a tant relayé leurs déclarations, c'est justement parce que la santé mentale est plus que jamais devenue une préoccupation des Français. Champions ou non, les 2 dernières années que nous venons de vivre ont mis à mal nos ressources. Et l'incertitude, qui rampe encore,
vient fragiliser un peu plus nos fondations. Partout, de l'école au monde professionnel, dans la sphère de la parentalité comme dans le sport, chez les jeunes, les salariés, les freelances, les retraités, les chômeurs ou les dirigeants, les stars ou les inconnus, en somme, partout où l'homme se faufile, le constat est le même. Pour beaucoup, ça tangue. Une récente étude IFOP, commandée par la Fondation Aesio, vient de confirmer cette impression. Alors que déjà près d'1 Français sur 5, soit 19%, qualifiait son état de santé mentale de moyen ou mauvais, la crise sanitaire n'est naturellement pas restée sans effet, puisque désormais, c'est 1 sur 4, soit 28%, qui pensent que leur bien-être mental s'est dégradé. Et au vu de ces premiers chiffres, il est tristement peu surprenant que 60% des interrogés déclarent avoir eu un sentiment de souffrance psychique au cours des 12 derniers mois. L'étude montre par ailleurs que ce sentiment est encore plus répandu chez les femmes. 67% pour les femmes contre 52% pour les hommes. Et au bout du compte, plus de 88% des individus interrogés déclarent avoir déjà eu un sentiment de souffrance psychique au moins une fois au cours de leur vie. Le sentiment s'accentue chez les femmes de moins de 35 ans, qui sont 53% à dire avoir toujours ou souvent connu des situations où leur bien-être mental est dégradé. Bref, inutile de vous inonder de chiffres, vous l'avez compris. La santé mentale n'a rien d'un sujet médiatique, d'un sujet à la mode. C'est une réalité qui ronge le quotidien de beaucoup d'entre nous. Mais une fois ceci constaté, que faire ? Doit-on rester les bras ballants face à notre propre détresse ou face à celle des autres ? C'est ici que commence un autre défi, et non des moindres. Car même si nous avons traversé des souffrances psychiques, même si nous sommes 94% à considérer que le bien-être mental est essentiel pour la bonne santé, ce n'est pas pour autant que nous savons comment en prendre soin. Et voilà notre étrange paradoxe. Malgré notre conscience de l'importance de soigner notre psychisme, seulement 1 Français sur 2 affirme y être réellement attentif. Alors, dans les raisons recueillies par l'enquête IFOP, il revient une idée troublante. Celle que malgré tous les malgrés, il est très difficile d'évoquer son mal-être, que ce soit auprès de son médecin, de ses proches, et plus encore de son entourage professionnel. La peur du regard des autres, la fierté relative à ce qui semble être encore un aveu de faiblesse, ou l'incapacité à mettre des mots sur ce qu'il se passe, font de la souffrance psychique un véritable tabou, l'objet d'une honte. En somme, la santé mentale, on en parle uniquement lorsque ça va bien, lorsqu'on n'est pas concerné. 78% des Français estiment que les personnes en souffrance psychique sont stigmatisées. Et pour ajouter une dernière touche de gris au tableau, nous sommes nombreux, lorsque ça ne va pas, à ne pas savoir vers qui nous tourner, à rester seuls, en face à face, avec ces pensées qui nous éreintent, qui nous font suffoquer, qui nous paralysent et qui altèrent notre rapport aux autres. Ceci étant dit, il est temps de se demander comment rallumer la lumière. Et peut-être que les philosophes auront quelques pistes à nous soumettre. Les philosophes ne sont pas des psychiatres. Et s'ils peuvent parfois être thérapeutes, aucune parole philosophique ne saurait jamais se substituer à un accompagnement médical par un professionnel. Cependant, nos chers penseurs nous aident dans une mission, et non des moindres, c'est à comprendre un peu plus ce qui nous arrive, et d'en faire parfois le sujet même de leurs travaux, aidant ainsi, je crois, à lever un peu plus les tabous. Et pour commencer, faisons le tri. Faisons le tri dans toutes nos souffrances. Il y a les pathologies psychiques, comme la dépendance, la schizophrénie, la bipolarité, la dépression. Et puis il y a, pour beaucoup, des symptômes qui nous gênent
mais qu'on s'acharne pourtant à balayer. Les maux de ventre et de dos, les oreilles qui bourdonnent, un poids sur la poitrine, des palpitations, des coups de fatigue extrêmes, des crises de larmes, la vision qui se brouille, l'eczéma, les boutons de fièvre et autres joies de l'insomnie. Ces symptômes, nous les vivons dans plein de moments de notre vie, dans des moments qui sont d'ailleurs plus ou moins graves. Avant de passer un examen, lorsqu'un boulot ne nous plaît pas ou plus, pendant une crise dans notre couple, quand on panique pour notre situation financière. Bref, on les vit assez souvent finalement. Les raisons de développer des troubles anxieux sont si nombreuses qu'il me faudrait bien plus d'un podcast pour les mentionner. Mais alors, à défaut de pouvoir lister toutes ces manifestations, peut-on définir l'anxiété ? Car si l'anxiété est la souffrance mentale la plus répandue, qui est-elle ? Quelle différence avec l'angoisse ? Pour mettre un peu d'ordre dans tout cela, plongeons-nous dans des définitions et dans l'œuvre du philosophe danois Søren Kierkegaard, qui, en 1844, écrivait le bien nommé « Le concept de l'angoisse ». L'anxiété vient du latin « anxietas », qui signifie « oppression », douleur physique. Et oui, c'est bien ici qu'on retrouve nos maux de ventre, nos douleurs lombaires. En 1915, un professeur de physiologie à Harvard, Walter Cannon, invente la formule suivante, le combat ou la fuite, pour décrire la réaction typique d'un animal face au danger. Combat ou fuite. Les psychologues ont utilisé le même terme pour démontrer comment l'anxiété a pour but de nous alerter d'une menace potentielle et de nous préparer à réagir de manière appropriée. Il s'agit en fait d'envoyer un signal aux autres pour qu'ils soient aussi sur leur garde. La biologie vient confirmer ces découvertes scientifiques. En fait, on découvre que l'anxiété déclenche une série de changements physiologiques conçus justement pour nous aider à nous concentrer sur la gestion de la menace. Ces changements sont associés au système nerveux autonome qui supervise la respiration, la régulation de la température, la pression sanguine. Le système nerveux autonome se compose de deux parties complémentaires. Le système sympathique, qui prépare le corps à répondre au danger, et le système nerveux parasympathique, qui contrôle et contrebalance l'activité du premier. En somme, l'un, le sympathique, nous prépare au combat, à la réaction, augmente notre rythme cardiaque, permet au sang d'atteindre nos muscles plus rapidement. Nos pupilles se dilatent pour mieux voir, le système digestif est mis en veilleuse, ce qui entraîne une réduction de la production de salive et l'apparition de sécheresse buccale, que nous ressentons lorsque nous avons peur. L'expression faciale, elle aussi, peut être le résultat de ces réactions nerveuses. En gros, on est prêt. On est prêt à y aller, on est prêt à se battre. Le psychologue Peter Lang a formulé le modèle des 3 systèmes de l'anxiété. Car selon lui, l'anxiété se manifeste de 3 façons. D'abord, dans ce que nous disons et comment nous pensons. Par exemple, on s'inquiète d'un problème, on exprime notre inquiétude. Ensuite, la façon dont nous nous comportons. On évite certaines situations, on est constamment sur notre garde, un peu stressé, pour éviter le problème. Enfin, des changements physiques. Accélération du rythme cardiaque ou de la respiration et changement des expressions du visage. Bref, que ce soit au niveau de la parole, du comportement ou du corps, vous l'avez saisi, être anxieux est loin d'être une honte, encore moins un tabou qu'il faudrait dissimuler. C'est au contraire une super sonnette d'alarme. L'anxiété traduit bien la peur concrète de quelque chose. Être anxieux, c'est faire face à quelque chose qui nous dépasse. La peur de rater son bac, la peur de côtoyer les autres, la peur de ne pas avoir son train à l'heure, la peur de perdre quelque chose qu'on aime. L'anxiété est donc explicable. Elle a un objet concret, identifié, bien qu'elle puisse devenir pathologique lorsqu'elle persiste dans le temps.
L'anxiété généralisée, par exemple, désigne, selon le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, un souci excessif, survenant la plupart du temps pendant au moins 6 mois et concernant un certain nombre d'événements. Elle devient alors une maladie, provoquée par la tendance à imaginer que certaines choses vont forcément mal se passer. Sur l'autre versant, nous avons l'angoisse. Alors l'angoisse, elle, est très différente de l'anxiété. L'angoisse est curieuse, car elle est un vertige. Le mot vient du latin « angustia » et renvoie à une difficulté, une situation critique. Elle n'est pas un ensemble de symptômes. Elle est plutôt un certain état de fait. Dans le concept de l'angoisse, Kierkegaard remarque, à ce titre, que cette situation n'est jamais traitée en psychologie. Car l'angoisse, à la différence de l'anxiété qu'on vient de traiter, est sans objet. Il n'est donc franchement pas simple d'en parler. Comme l'écrit la journaliste Clara De Giovanni dans Philosophie Magazine, l'angoisse n'a pas de cause clinique que l'on pourrait énumérer comme dans un catalogue médical. Et pour ne rien arranger, son unique symptôme est tout aussi imprécis. C'est un vertige qui survient quand l'œil vient à plonger dans un abîme, dit Kierkegaard. L'angoisse est donc une peur de tout, et surtout de rien. En somme, la peur du vide. Pas de combat, rien face auquel on peut se battre, juste le vide, le néant. Et c'est ici qu'elle devient philosophique. Car au fond, les plus grandes angoisses sont aussi le terreau des plus pertinentes questions. Celles qui font de nous des hommes, conscients, humains. Que vais-je faire de ma vie? Quel sens donner à mon existence? Où vais-je? La seule manière d'y répondre, c'est d'agir. Selon Kierkegaard, cette angoisse se déclenche par la conscience de notre liberté d'agir et de notre responsabilité, de nos actions. Ce vertige de l'angoissé est donc suivi d'un saut, celui de la liberté, plongeant alors dans son propre possible. Donc finalement, qu'on soit anxieux, parce qu'on fait face à des événements qui nous confrontent et qui nécessitent que notre corps se mette en réaction, ou qu'on soit angoissé, parce que il est vertigineux de vivre, ou parce qu'on souffre de pathologies psychiques, quel que soit le cas de figure, il y a un fil conducteur qu'il me semble important de souligner. Nous sommes humains. Et à partir du moment où l'on est, nous sommes soumis à la fragilité. Elle est constitutive de nos vies. Et plutôt qu'avoir honte de nos faiblesses, il est peut-être temps d'assumer cette fragilité. Car être fragile, c'est accepter que les autres puissent prendre soin de nous. C'est réinstaurer l'indispensable besoin de relais social. C'est croire en la possibilité qu'on puisse se réparer. Et aussi se réparer les uns les autres. La santé mentale aujourd'hui est devenue un enjeu majeur dans une compétition entre les individus. Il faudrait arriver à s'imposer comme le plus sain, non seulement physiquement, mais aussi psychiquement. Peut-être est-il temps de renoncer à cette approche. Pour ma part, j'écris des livres dans lesquels les personnages ne vont pas toujours bien, ni toujours mal d'ailleurs. Ils tanguent, parce qu'avouons-le, souvent, la vie secoue. Parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire avec nos morts, quoi faire avec nos vivants, avec nos peurs, avec nos désirs, avec notre haine et notre amour. Parce qu'être heureux, ce n'est pas uniquement être stable. C'est aussi être tiraillé, rempli de chaos, de soirs de pluie et de matins enchantés. Alors n'ayons plus peur de dire, plus peur d'appeler à l'aide. N'ayons plus peur de poser des limites. Laissons ouvert la porte du vivant, plus que celle de la norme. Ni bien, ni mal, juste nous-mêmes, et c'est déjà pas mal.
Avant de vous quitter et de vous laisser prendre soin de vous en ce dimanche, je voulais terminer avec ces quelques mots dans la très jolie chanson d'Orelsan, Jour meilleur. Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs, quand tout a un arrière-goût de déjà-vu. Les nuits sont mortes, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois, je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, il n'y a rien à faire, sauf d'avancer. Rien à faire, sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur. J'espère avoir un peu rallumé la lumière. Et j'espère que lors de la prochaine enquête, les chiffres montreront un peu moins de crainte, un peu moins de tabou. J'espère vous avoir rappelé qu'au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore. Au bout de l'hiver, il n'y a pas d'hiver, mais le printemps. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. Et au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'espérance. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçon, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.